Alors, Monsieur Lambard, vous êtes anthropologue. Vous avez consacré une partie importante de votre recherche auprès des Sakalaves, ainsi que des rituels pratiqués chez ce peuple, entre autres le Fitimpu. Pourriez-vous nous expliquer ce rituel dans ses grandes lignes et sa signification dans la culture Sakalave? Merci pour votre question. Voilà, oui, effectivement, j'ai consacré beaucoup de temps à des travaux sur l'histoire du pays Sakalave, et plus particulièrement du Ménabé. Et vous savez que au XIXe siècle, un chercheur un peu spécialiste dans bien des domaines, aussi bien les sciences naturelles que l'histoire, la géographie, l'ethnographie, il s'appelait Alfred Gandinier, avait voyagé dans toutes les parties de l'île dans les années 1860 environ. Et en particulier, il avait fait un séjour assez long dans l'ouest. C'était vers 1868, 69, 70, je crois. Et il a laissé des carnets de tous ses séjours. Mais s'il a écrit sur les différentes régions de Madagascar, dans son histoire, géographie, histoire de Madagascar, qui est, vous savez, une énorme somme où il avait réuni toutes ses connaissances, il n'avait pas eu le temps de rédiger quelque chose sur le Ménabé. Je considère que le Ménabé est quand même au cœur des systèmes politiques anciens, qu'on aurait du mal à comprendre. Les organisations politiques et religieuses anciennes à Madagascar sans bien connaître le monde Sakalave. Et quand j'ai été recruté dans la recherche, c'était Hubert Deschamps à l'époque qui était responsable des sciences sociales à l'Orstom. Et il m'a confié cette tâche, avec l'idée aussi que je pourrais y contribuer, mais lui également, pour clore en quelque sorte cet aspect qui n'avait pas été développé, c'est-à-dire de l'histoire du Ménabé, à partir donc du XVIIe siècle, disons première moitié en gros du XVIIe siècle. Alors plus particulièrement, à l'intérieur de cette histoire, malheureusement, on a très peu d'éléments sur les rituels les plus anciens. Peut-être que celui sur lequel on a le plus d'éléments, d'ailleurs il y a quelques notes dans les textes, vous savez, le jésuite Luis Mariano, qui décrit certains rituels de la côte ouest, et sur ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle le Bilundraj, qui existe donc chez les Sakalaves Ménabé, mais qui existe aussi chez les Bars, qui existe aussi d'une certaine manière, c'est Massikour, et en pays, enfin aussi un peu, disons, transformé en pays Mahafal. Mais pour le Fitimpu, si vous voulez, l'institution s'est développée au fur et à mesure du développement du royaume du sud vers le nord. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, c'est un rituel, un grand rituel funéraire royal qui s'opère à partir des reliques des rois qui ont régné, donc du premier, qui n'a pas régné, mais c'est la première relique néanmoins, c'est Ndremissar. On dit, sur les hautes terres, on dit Ndremissar. Ah oui, oui. Mais les Sakalaves disent, ils disent pas Ndri, ils disent plutôt plus souvent Ndré. Ils disent pas Andriananar, ils disent Ndrenanar. Bon, oui. Je dirais les mots en Sakalave si vous voulez. Bah les deux, oui, c'est parfait. Oui. Et que, au fond, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que du Mangouk au sud se crée la dynastie Marouserane, qui est donc Marouserania, pour le prononcer correctement, jusqu'au
au nord de la Tsirébine, disons, jusqu'au, vous voyez, la main en boule. Et si on regarde vers l'est, disons, toute la région qui est la plus à l'est, en bas des plateaux, hein, et du Bémara, en quelque sorte, on a toute la zone, en fait, que représentait le pays Sakala-Ménabé, qui correspond, en quelque sorte, à 5 étapes importantes de la progression du XVIIe à la fin du XIXe, avec la mort de Touer, justement, l'invasion coloniale et l'attaque et ce qu'on appelle le massacre d'Ambiki en 97. Et qui donc, c'était le dernier site royal qui se trouvait à côté, donc dans le village d'Ambik. Il y avait le site précédent qui était une zone très importante puisque c'était en gros la deuxième moitié du 19e à Tumbou-Arrive. C'est là où était notamment la reine Narouva, qui a joué un rôle très important puisqu'elle a négocié des accords avec la marine nationale française. Avant Tumbou-Arrive, vous avez Manève, où était le tombeau d'un des Foots, et tout au début, la tombe photographiée par, comment il s'appelait, pas Dahl, mais Birkeli, la tombe qui est pas grand-chose, hein, si j'ose dire, puisque c'est un monticule de pierre. Vous savez quel était le principe autrefois, c'est-à-dire que on le voit encore. J'ai assisté à notamment dans le pays Mafal, tous les alliés et tous les, disons les gendres, les familles alliées donc, aussi bien de la dynastie mais que des gens, disons, du commun, apportent des pierres pour la construction du tombeau. Hein. Et là, on a un monticule qui est immense et immense. Ça fait peut-être 3-4 mètres d'eau. Et qui était, au fond, simplement toutes les pierres qui avaient été apportées par ceux-là même, qui avaient assisté à ces funérailles. Il n'y a pas de bucrane. Après, on verra apparaître ça surtout dans le sud. Et les bucranes, c'est-à-dire les traces des bœufs qui étaient sacrifiés à cette occasion et qui témoignaient et de l'importance et de la richesse des lignages Firazan, des lignages concernés et qui étaient associés, enfin qui formaient la structure, si vous voulez, sociale du royaume. Le Fitampu, moi celui que j'ai filmé en 78, la royauté n'existe plus, elle n'existe plus en tant que système politique, disons, actif, puisque à ma connaissance, on est en République. Et elle n'existe plus depuis la colonisation et depuis l'indépendance, de toute façon. Mais elle fonctionne encore comme si vous voulez, comme un festival, je dirais plus un festival qu'un folklore. Hein. Dire un folklore, ça serait le dévaloriser parce que lui donner qu'un aspect un peu ludique en quelque sorte ou spectaculaire, alors que c'est un festival qui permet d'une certaine façon de montrer que l'attachement et l'importance pour les Sakalaves de rappeler l'histoire et de rappeler qu'à un moment, et bien justement, du temps où le pays était indépendant et eux-mêmes l'étaient dans la partie de Madagascar qui était la leur, ils menaient une activité politique dans tous les sens du terme qui témoignait de leur liberté d'être en fait. Et qui passait, si vous voulez, par des grands rituels comme celui-ci,
qui consistait en fait à rejouer la représentation de la création du monde au sens où dans la conception Sakala, mais c'est comparable avec la conception, pas de différence. En Hymers, le souverain est celui qui parmi tous est le plus, si vous voulez, riche, comme on dirait d'un bijou qu'il est riche en or, etc. Il est riche du H, et au sens où on peut dire que Ndrenanahar, justement, est le H à l'état pur, c'est-à-dire le sacré par définition, et que le souverain est l'image la plus complète de ce sacré dans le monde des vivants, ce qui lui donne sa légitimité. Et aussi bien par sa généalogie que par sa place dans la société. Quand on remonte la généalogie des rois Sakalaves, on arrive à un moment à des personnages qui n'ont plus d'identité historique repérable en quelque sorte, même si quelquefois peut-être ils ont été, peut-être que comme on voit sur les hautes terres avec le monde, avec les rois Vazim, hein, mais et ceux-là qui n'ont plus d'identité historique sont ceux qui permettent le lien entre les ancêtres directs du roi, ce qu'on appelle les dadis au Fitampu, les reliques qui représentent, avec des éléments prélevés sur ces rois après leur décès, entre ceux qui, les ancêtres réels, historiques, et Dieu en quelque sorte. Ce qui donne à la royauté une légitimité fantastique. Et le Fitampu, consiste en fait à mettre en scène, comme dans un théâtre absolument, cette conception, si vous voulez, à dérouler cette idée que, au fond, le souverain qui est là, du temps de la royauté où elle existait politiquement, face à lui, les dads et surtout les Sasuke, c'est-à-dire chaque Kinangan qui est possédé par, vous comprenez ce que je dis, chaque Kinangan possédé par le Sasuke, l'esprit d'un roi mort, c'est déjà absolument extraordinaire parce que le roi vivant n'est rien devant le Sasuke de Doemisar. C'est un Madinik. C'est comme une mouche en fait. Mais Doemisar n'est rien devant Dieu, ou même devant ceux qu'on appelle, qui lient les souverains morts à Dieu, c'est-à-dire qu'on appelait les signes. Le Fitampu déroule cette histoire. Alors on va pas rentrer peut-être, il suffit d'aller voir, si vous voulez bien, le film, puis de lire les textes qui existent là-dessus. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais le principe est celui-là, c'est très important. C'est un festival en ce sens, comme il en existe partout. Et déroule donc cette histoire. On refait comme si on repartait, j'exagère, mais pas qu'on repartait à zéro, si vous voulez. C'est-à-dire comme si l'histoire redémarrait, pour prouver à tout le monde et pour que chacun, si vous voulez, puisse récapituler exactement comme c'est du même ordre, comme autrefois. Souvenez-vous de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui est Quasimodo et compagnie. Quand on faisait devant Notre-Dame de Paris, quand on rejouait la Passion du Christ. Voilà. On repart l'histoire à zéro pour, au fond, malaxer le cœur des gens, je dirais, malaxer le cœur des gens par rapport à une croyance qui leur est commune, dans la conviction
que cette histoire est bien la leur et que c'est ça la vérité du monde. Vous voyez l'importance que ça peut avoir quand vous avez été éduqué comme ça. Ce qui fait que on est d'un monde ou d'un autre et que on a besoin de retrouver tout ça dans des occasions de ce genre, de commémoration solennelle, pour, au fond, être rassuré avec soi et avec les autres et avec la place qu'on occupe dans le monde. Le bain des reliques et la sortie des reliques est précédé par un rituel très particulier qu'on appelle Valabé. Valabé, nous dit que Valabé. Valabé, c'est le parc à bœufs. Dans un parc à bœufs, tout le monde peut le voir, tout se fait n'importe comment. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie sociale à proprement parler. C'est pas un monde organisé, c'est un monde d'êtres vivants, mais qui n'ont pas atteint, comme les êtres humains, une haute conscience d'eux-mêmes et de leurs relations, même ce qui ne les empêche pas d'entrer en conflit quand même. Mais, donc, Valabé, et Valabé pourquoi? Parce que, alors ça, c'est ça qui plaisait aux gens, naturellement. Valabé pourquoi? Parce que, si vous voulez, il n'y avait pas de régulation des échanges amoureux et sexuels. Et que c'est une soirée où personne ne peut refuser une demande de ce genre. Alors bien sûr, ça se passait pas, et quand j'étais en 78, ça faisait rire les gens, ça se passe pas exactement comme ça, mais c'est amusant. C'est comme le carnaval, si vous voulez. C'est un moment où on peut dire, chacun peut dire à celui qui est, la fille peut dire à son père ce qu'elle pense, par exemple. C'est quand même un peu difficile, déjà dans la culture européenne, mais dans la culture malgache, c'est encore, on peut dire à l'aîné, le cadet peut dire à l'aîné, ou celui qui est malheureusement dans une position d'esclave peut dire à son maître, va te faire foutre, c'est moi le maître maintenant. C'est le carnaval, l'inversion, c'est tout ça. Pourquoi? Parce que on repart à zéro. Les choses sont pas encore organisées, c'est ça le Fitampou. Et puis après, on déroule les principes à travers tous les éléments du rituel de la société, de l'ordre et de la hiérarchie, jusqu'au souverain régnant. Et comme ça, le monde retombe sur ses pieds. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est très intéressant et très important. Et mais ça, un festival comme ça, ça existe partout sous des formes différentes dans toutes les sociétés du monde. Et ça permet de remettre les pendules à l'heure, de réfléchir à qui on est. Ça permet aussi, et une chose fondamentale à Madagascar, ça permet d'apporter plein de modifications. Parce que, les gens tiennent un discours sur Madagascar qui est un peu insupportable. Ils disent, les ancêtres disent que, et puis comme si les Malgaches étaient là, un peu idiots, faisant que ce que les ancêtres disent, encore faut-il savoir comment ils le disent d'ailleurs. Alors que, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que, c'est ce qui est dans le terme en malgache qui est très important, c'est Taloua. Taloua, ça veut dire aussi bien le passé que l'avenir. Oui. Et c'est en malgache, je trouve, c'est une des expressions à la fois philosophiques et politiques les plus subtiles qui soient, puisque parler du passé, c'est savoir dire quelque chose de l'avenir. Donc, écouter les ancêtres, c'est-à-dire celui qui est autorisé à parler à la place des ancêtres, est en même temps celui qui peut dire la vérité des choses du moment, mais qui n'est pas une vérité éternelle, qui est la vérité, qui est ce qu'on vit maintenant par rapport à ce qu'on a vécu, ont vécu nos parents, nos grands-parents, et encore plus encore, qui est différent, et qu'il faut construire d'une nouvelle manière,
de façon à fabriquer un avenir et une modernité. Au XVIIIe siècle, il y avait une modernité par rapport au XVIIe, par rapport à la période précédente. La société malgache n'a pas été enfermée. Moi, ce que j'ai compris, c'est à travers le monde Sakala, comme ça, dans un monde défini une fois pour toutes. Elle a constamment évolué par rapport à elle-même et par rapport à ses relations à l'extérieur. Et un rituel comme le Fitampu permettait d'exprimer aussi parce que étaient présents là les possédés, Sazuke, des rois qui avaient régné, dont la parole était d'une puissance absolue, des missards. Vous savez, on disait pas Panzaka, on disait Panitu. Panitu Vula. Donc, ça veut dire celui qui tranche par la parole, celui dont la parole est absolument sacrée. Donc, les possédés qui étaient là étaient quelque part, c'était des femmes, celles qui construisaient la modernité politique. Ça veut dire, tous les années paires, le Fitampu. Chaque année paire, donc tous les 2 ans, il y avait un Fitampu. Eh bien, tous les 2 ans, d'une certaine façon, la société se regardait elle-même grâce à ce rituel, à travers le discours de ceux qui étaient autorisés à le tenir, au-delà du souverain lui-même, donc de celui dont tout le monde avait peur, parce qu'ils n'étaient pas drôles, les souverains Sakala. Au-delà du souverain lui-même, ceux qui parlaient au nom des propres ancêtres de ces souverains, eh bien, apportaient, vous vous rendez compte, alors que leur voix venait de Faagoul, quelque part, si j'ose dire, de très loin, eh bien, c'est eux qui apportaient le discours de la modernité qui était indispensable pour que la société avance. Voilà. Comment cette dimension symbolique de l'eau s'intègre-t-elle dans ce rituel, notamment à travers la purification de reliques royales? On peut partir de ce qu'on appelle Sipirano. Okay. Vous voyez, c'est la bénédiction de l'aîné. Et le Fitampu, c'est un Sipirano aussi. Et sur les hautes terres, on dit Mitsipi aussi, pour asperger. Votre père, s'il veut vous bénir, dans un rituel familial, il peut faire ça. En Himerne aussi, on le faisait autrefois. Ça veut dire que lui, qui est votre aîné, et qui est porteur, si vous voulez, comme on parlait du Ashna tout à l'heure, qui est porteur d'une dignité morale, sociale morale et sociale très grande, il vous en vous aspergeant d'eau, il vous garantit quelque part, on pourrait dire ouvelu, il vous garantit la vie. Il y a une autre manière de le dire qui est très importante. Il y a ce qu'on appelle, je pense que vous ne devez pas consulter des Zumbiash, ou peut-être vous n'en avez pas tellement. Bon, mais quand même, ça peut être utile. D'accord. Moi, j'en ai consulté. Oui, ok. Mais je veux dire, j'ai travaillé. J'ai travaillé pour faire mon travail, je ne pouvais pas faire autrement. Oui. J'ai travaillé avec un d'entre eux, mais qui avait pendant 2 ans de suite, presque tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et les Zumbias ils sont très importants, vous savez, ce qu'on dit les astrologues, ils définissent les bons moments. Si vous avez même, d'abord malheureusement pour les funérailles, ça c'est très... si, enfin... Vous les consultez pour les funérailles, pour la construction d'une maison. Bon, alors rien, on peut chercher, on va trouver plein d'exemples. Bon. Pour les femmes indiennes. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, pour la femme indienne, c'est indispensable. Ouais. Personne ne fera sans ça. Mais, je vais vous donner un petit exemple. Il y a un élément dans ces rituels qu'on appelle en Sakala, mais je pense que c'est la même expression. On appelle fanitsine, parce que on dit en merne, le froid en Sakala c'est manit,
Et comme on dit déjà en merde, c'est froid. Le terme pour dire froid, par opposition. Magatique. Ouais. Bon. Et en sakala, on dit maniti, fanitina, refroidir. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important par rapport à l'eau. C'est l'idée, c'est un talisman. Vous savez que les talismans fonctionnent par analogie. On associe des plantes et des mots ou des objets. Et le tout forme une phrase, en quelque sorte, qui est une phrase bénéfique. Et c'est quelque chose qui à Madagascar vient beaucoup plus du monde arabo-persan musulman que du monde austronésien. Et on associe par exemple des plantes qui poussent dans l'eau. Bon, et qui jouent un rôle et avec des éléments, on va mettre des éléments qui proviennent par exemple de nénuphars aussi, etc. C'est-à-dire l'eau, c'est ce qui s'oppose alors on dit afu, en sakala on dit mutu, le feu, et qui s'oppose et qui est la garantie du maintien de la vie. Mais c'est aussi lié à la femme. Pourquoi ? Et c'est pour ça qu'on baigne les reliques. Okay. C'est pas simplement pour les bénir, c'est parce que la dynastie, en se développant du sud vers le nord, s'est développée par une suite d'alliances avec des éléments qui venaient de l'extérieur, comme on appelle, le nom m'échappe là, ceux qui étaient en pays Antanouche, Saphir-Aminia. Pour dire les choses rapidement, la dynastie s'est développée historiquement sur 3 siècles, donc par un déplacement du Mangouk au nord de la Tiribine, et des alliances progressives avec ce qu'on appelait les Tupuntani. Oui. Ça, vous voyez. Les Tupuntani, il y avait, par exemple, pour vous donner 2 exemples, il y avait dans le sud, au niveau du Mangouk, le grand lignage Tupuntani, c'était les Iridzi. D'ailleurs, Iridzi, c'est aussi l'eau. Hein. Oui. Bon. Et d'ailleurs, c'était l'alliance entre Demissar et les Iridzi qui a donné un des segments de la dynastie. Et puis, quand on est plus au nord, le grand groupe éleveur, c'était les Sakoumbe. Bon. Eh bien, le fait de baigner les reliques rappelle l'alliance fondamentale qui s'est établie entre la dynastie et ceux qui étaient déjà en place et qui ont donc été inclus dans un système plus large constitué par cette royauté instituée par la dynastie Maroussera. Alors pour compliquer, il faut rajouter une petite chose, c'est que on est dans un système polygame. Le roi a plusieurs femmes et à la fois il prend femme pour marquer des alliances, bien évidemment, qui sont fondamentales, hein, et en sorte que les groupes qui naissent de ces alliances sont des groupes qui jouent un rôle important dans l'ensemble de l'organisation politique du royaume, Zazamarula, Bremansinavad, sur les hautes terres, etc. Mais il y avait une tendance, alors sur les hautes terres c'est plus compliqué, et encore je connais mal, c'est que chez les Sakala, l'idéal, c'était comme chez Pharaon, c'était comme en Égypte ancienne, c'est d'épouser sa sœur. Et on disait, il y a un mot malgache pour dire ça, on disait Foutinoun. Ah oui, c'est vrai. Et ça veut dire, c'est l'idéal, c'est l'endogamie en quelque sorte. Les rois n'épousaient pas leurs sœurs réelles, ils épousaient des sœurs, comme on dit, classificatoires, très proches, des cousines, etc. Donc il y avait à la fois ce mariage-là et le mariage qui était l'alliance avec les groupes présents. Et là, c'est pour expliquer le rituel du bain, de la baignade, et qui est, de toute façon, il faut
qui est comparable, je pense, sur les hautes terres. Mais oui, c'est un autre débat. L'eau qu'on prélève pour l'eau lustrale, hein, c'est donc l'eau du sacrifice, du tipérane, etc. On va la prélever juste, c'est ce qu'on appelle potron miné en français. C'est juste à ce moment-là, avant même que le jour se lève et que aucun oiseau n'a traversé l'eau de la rivière où on va prélever l'eau lustrale, qu'on va la chercher justement, parce que c'est l'idée d'une pureté absolue de l'eau. Voilà, c'est une belle idée. Et le bain, il se déroule à quel moment En pleine saison sèche, c'est le moment où les récoltes ont été faites, où les bœufs sont gras, et où la nature va se renouveler, quoi. Qu'est-ce qui rend du coup le fleuve de Tirbierne particulièrement sacré, et comment cette localisation géographique influe-t-elle sur la pratique rituelle? Écoutez, c'est ce qu'on vient de dire, mais je vais rajouter quelque chose. Vous avez eu des images du Fitampu, et vous avez ceux qui portent les reliques sur la nuque. On appelle Pibabi. Hein. Ces gens sont les alliés, sont justement, dont on parlait là, ceux qui ont donné une épouse au souverain et qui marquent l'alliance contactée entre la dynastie et les Tupuntan, c'est-à-dire la terre qui était occupée par ces gens, et qui est quelque chose de politiquement très important. Et l'eau est en quelque sorte donc à la fois le rappel, c'est un élément très féminin qui est justement, puisque c'est l'alliance avec les femmes Tupuntan, et qui est une consécration en quelque sorte de la force et de l'importance de cette alliance, quoi. Il dit l'eau dans de nombreuses sociétés est perçue comme un élément purificateur et régénérateur. Pourriez-vous préciser comment ces propriétés sont interprétées dans le contexte malgache et plus spécifiquement parmi les Sakalaves? On en a abordé un peu. On l'a dit. Oui, moi, je dirais essentiellement, c'est un principe. C'est constamment dans tous les éléments de la vie sociale. L'eau apparaît comme ce qui s'oppose à la mort, en fait. Comme un élément, et plus encore, comme un élément féminin. La femme est là dans la société malgache et sakalave, comme dans beaucoup d'autres sociétés, et l'élément qui est la garantie de la vie, qui apporte la vie, qui donne la vie, bien sûr, hein, mais aussi l'élément qui, l'acteur plutôt que l'élément, l'acteur qui permet de conserver la vie. Partager, bien sûr, on le voit avec les soins donnés aux enfants où l'eau joue un rôle extrêmement important. Partager aussi avec toute l'action menée par les Zumbiash, les devins guérisseurs, qui sont confrontés, en fait, souvent ils sont consultés pourquoi? Pour la maladie, et des maladies quelquefois graves, et les conflits. Bon, et les deux, et les deux sont, comme on dit, mafanafan, c'est-à-dire sont des choses qui amènent le feu, qui amènent le danger et qui amènent la mort. Et donc, l'eau, dans ces deux cas, est une réponse. Et je vous ai donné l'exemple des talismans que, à la fois pour n'importe quel rituel, si vous avez par exemple une circoncision, les espaces de circoncision sont toujours les mêmes, mais il faut l'organiser, et pour l'organiser, on nettoie
Bon, bien sûr, il y a tout un moment où on va nettoyer l'espace. On sait que les hommes se mettent là, les femmes plus à l'ouest, etc. L'espace est organisé naturellement par rapport à l'est, au nord-est, hein, à la MAD. Hein. Bon, c'est là la direction du divin et des ancêtres du lignage. Il s'agit d'un lignage. Et puis, surtout, on enterre, ce que je vous avais dit au début, on enterre l'Umbias fabricam fanitsin, qui est un talisman d'eau, en quelque sorte. C'est de l'eau. Hein? C'est comme comment on dit les princesses de l'eau, on y merde, non, là ça me fait pour ça. Et il fabrique ce talisman qui est le talisman protecteur qui garantit que le rituel qui va se développer là, une circoncision par exemple, c'est quelque chose, c'est un peu le risque, c'est comme du feu aussi, hein. C'est un risque, il y a du sang, il y a un risque de mort, et le fanitsin a pour rôle de rafraîchir et de rafraîchir la terre pour faire que tout se passe au mieux. Oui. Si vous pouvez détailler les différentes étapes du Fitimpu du coup, mais en mettant en lumière le rôle de l'eau à chaque moment clé. Le moment clé du Fitimpu, c'est dans le rapport à l'eau. Je peux vous donner 2 exemples qui sont très intéressants. D'abord, c'est le bain, proprement dit. Hein, et donc, ce sont donc les alliés, le lignage des alliés qui a donc donné une femme à l'époque du roi qui est là, qui porte la relique et qui va la baigner. Il la baigne, mais il fait pas que la baigner, hein. Il la nettoie aussi. Ok. Avec ça porte un nom. Il y a une plante qui est très utile là-bas. Ça, quand on n'a pas rien d'autre sous la main, elle mousse comme du savon. Ah oui, ok. Et ça, c'est formidable. Toutes les femmes connaissent ça. Et les hommes aussi, ceux-là, bien sûr. Et donc, on va chercher ça, et puis, ils utilisent la même chose. Et ça, c'est le rituel fondamental. Le deuxième rituel, qui rappelle l'eau aussi, c'est que quand les reliques ont été baignées, on les remonte et on les fait sécher devant la tente où elles sont à l'abri. Mais là, elles restent dehors. Et là, quel est le rituel qui a précédé ça? C'est des garçons en pleine force de l'âge, beaux garçons, qui font plaisir pour les filles de les regarder. C'est vrai, c'est exactement comme ça qu'on dirait. Et ils vont chercher ce qu'on appelle, et qui ont, attention, c'est important, qui ont leurs 2 parents. Hein. Donc, ça veut dire ils sont jeunes, et puis leurs 2 parents sont encore vivants. Hein. Et ils vont chercher au bord du fleuve, hein, des bararatas, hein, des roseaux. Hein. Et donc, ils vont en chercher, puis c'est tout un rituel. Hein, et c'est un rituel, un double rituel, encore une fois. Ça exalte, avec le bararat et le roseau ou le bambou avec ses longues feuilles pointues, tout ça, ça représente la fécondité. Ah ouais, ok. Et la fécondité, la puissance fécondante des garçons et la fertilité des filles. Donc l'avenir et la vie. Hein. Et donc ils vont chercher ça,
Et ils sont tous très excités parce que c'est un moment aussi, ils en profitent naturellement pour draguer en tremble, faire repérer, provoquer. C'est très joyeux. Hein. C'est une ambiance, c'est comme une ambiance de, je dirais, aussi comme une boîte de nuit, si vous voulez, une ambiance très festive. Ils ramènent donc des faisceaux de roseaux qu'on lie entre eux, qu'on plante, et c'est là-dessus qu'on va mettre la relique à sécher. Ah ouais, ok. Et le roseau, c'est absolument l'image de l'eau, de la vie, hein, et de la fertilité, de la fécondité des femmes. Voilà. C'est pour vous donner deux exemples qui me semblent très clairs. Très clair, merci. Existe-t-il des spécialistes et gardiens du savoir traditionnel liés à l'eau qui jouent un rôle fondamental dans la transmission et la pérennité de ce rituel? Vous avez 3 niveaux. La bénédiction de l'aîné. Donc dans le lignage, c'est le Pitukazumanga, hein, donc le prieur. C'est-à-dire l'aîné de la branche aînée qui, dans le lignage, représente le détenteur, le pouvoir social ou même politique du lignage. C'est lui qui bénit. C'est lui qui quand il y a s'il y a eu un problème dans le lignage, vous savez, souvent ça peut venir de conflits, ça peut venir aussi d'une relation qui est jugée entre un garçon et une fille, qui est jugée un peu incestueuse, trop proche. Bon, ça peut causer des problèmes. Et qu'il faut une bénédiction pour lever le comment on dit, le signe. Hein. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il est quand même le gardien du rituel ou pas du tout? Ah oui, tout à fait. On l'appelle Pituka. Oui. Donc c'est lui, rituel au sens où c'est lui qui invoque les ancêtres du lignage. Hein, et qui, dans la plupart des cérémonies familiales, funérailles, circoncision, les bilous, etc., c'est lui qui fait la prière pour demander la bénédiction des ancêtres. Et il y a une bénédiction. Voilà. Et l'eau est toujours présente. Après, vous avez les femmes qui... les femmes, quand les garçons sont pas circoncis et les filles pas coiffées, à la farade, on dit, hein. Parce qu'on considère que vous savez, tous ces personnages de l'imaginaire populaire, on dit que les coucou l'ambre sont ceux qui sont à la fois les enfants sont sous la protection de ces êtres intermédiaires, mais en même temps, quand plus ils rentrent par la circoncision pour les garçons et par la coiffure pour les filles, ils rentrent dans la vie sociale, ils prennent leur place, comme ça ils deviennent des êtres sociaux à part entière. Ce sont les femmes, et si vous voulez, leur maladie à ce moment-là, un enfant qui a été circoncis, une fille qui est coiffée, c'est Nungbiash qui va le guérir. Mais tant qu'il est dans la situation intermédiaire, c'est les mères qui s'occupent. Voilà. Et les préparations, elles font des préparations de toutes sortes, des décoctions et ainsi de suite. Et l'eau joue un rôle extrêmement important, pas seulement de purification, mais de soins, si vous voulez. Puis dans les bains, la manière aussi de caresser avec de l'eau le visage et la chevelure des enfants pour les endormir. Dans quelle mesure l'usage de l'eau et son rôle ont-ils changé depuis les premières pratiques jusqu'à aujourd'hui? Le Fitampu,
pour bien comprendre ce que j'essayais de vous dire au début, c'est qu'il n'existait pas au début. Ouais, c'est ça. Il y a Timisdade. Bon, ça remonte à Demithar. Donc, le premier, dans la tradition orale, c'est lui qui a confectionné les premières reliques. Mm-hmm. Et les reliques, c'est un socle, un autel, si vous voulez, à partir duquel s'organise le culte rendu aux ancêtres familiaux. Et là, aux ancêtres royaux, ce qui a beaucoup plus d'importance, puisqu'ils engagent tout le territoire où vivent les gens. Le rituel le plus, en quelque sorte, le plus élaboré, c'est... Moi, j'ai vu et filmé un rituel qui déjà avait été transformé. Pourquoi ? Parce que l'administration coloniale, il y avait un rituel, il y avait un article de Susan Raharidzon. C'est intéressant de le lire. Elle a fait un article sur le Fitampu de 1938. Oui, ok. Donc en pleine période coloniale. Le colonisateur ne voulait pas, comme toujours, il voulait pas interdire le Fitampu parce qu'il disait qu'il allait heurter les gens frontalement en niant, si vous voulez, leur identité, l'expression de leur identité, mais en même temps, il a limité les fréquences d'organisation à tous les 10 ans. Ah ouais, au lieu de 2 ans. Ah ouais, oui, parce que du temps de la royauté, c'est pas tous les 10 ans. Ouais. Ça, c'est une invention coloniale. Pour contrôler, donc, vous voyez que c'est déjà une transformation importante. Et en ce qui concerne les principes, j'essaie de définir, de mise en scène, si vous voulez, du festival, de la représentation, de l'origine du monde, qui passe souverain à une position donnée et construit sa légitimité par l'image, en quelque sorte, par un discours, c'est chacun joue symboliquement son rôle dans la représentation de l'histoire du monde, et qu'à la fin, on arrive dans la vraie société. Vous imaginez que ça a une valeur pédagogique extraordinaire. Voilà. Bon, ça a toujours été le principe, sauf que c'est vraiment à la fin de la royauté que le rituel a atteint le meilleur de son organisation, puisque là, il y avait presque tout. Si on prend, à l'exception de Twers, si on considérait qu'il est vivant, mais tous ceux qui l'ont précédé, il y avait 9 reliques, et qui correspondent à 9 périodes, et progressivement, fait tout rituel, à la fois répond à un certain nombre de principes, mais comme j'ai essayé de vous le dire aussi, il évolue avec la société. Ah oui, c'est ça. Et que c'est très important de dire ça, c'est que il évolue, et s'agissant du Fitampu de 38, si vous lisez l'article, vous verrez, comme celui de 78 auquel j'ai participé là, il porte vraiment des évolutions énormes. En 38, c'est la pleine période coloniale. En 78, on est dans l'indépendance, avec, on dit Gay Pride maintenant, et on pourrait dire que vous allez voir pourquoi je dis ça. Le Fitampu, c'était Sakalav Pride, si vous voulez. Ça fonctionnait. Les gens ne pouvaient pas savoir comment ils étaient. Et puis ça a été. On a fait un film. La fête elle-même, le festival, c'était magnifique. Hein. C'était magnifique. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait. Je sais pas, moi je dirais, là on était au bord de la Tsiribine, il faisait très beau, tout le monde s'était déplacé, on dormait là, je vous mens pas,
au moment où il y avait le plus de monde, il y avait 3000 personnes, vous vous rendez compte? Bah oui, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que la société existe là. C'est pas un truc bidon, etc. Vous savez, comme on organisait des danses du temps de la colonie, d'ailleurs, on organisait des danses comme ça et ainsi de suite, mais qui correspondaient pas comment dire, à la réalité de la société. Bien sûr, les gens dansaient, mais pas comme ça pour uniquement régaler le regard des administrateurs ou des touristes. Hein. Alors, moi j'ai été très ému par ça aussi, parce que les gens y croyaient, et quand ils y croyaient, ils jouaient, ils étaient les acteurs d'une image de leur société qui représentait un temps de leur grandeur historique, si vous voulez, et qui s'était dilué dans l'évolution des choses. Quoi. Ouais. Si du coup le Fitapu, avec le changement climatique et l'assèchement de certains cours d'eau, est-ce que du coup est-ce que vous pensez que ce rituel du coup il est menacé ou pas par rapport à ces... Oh non, franchement non. Parce que d'abord, vous avez vu la séribine? Ouais. On ne sent pas menacé de sécheresse, hein, franchement. Non, mais Dieu merci. Oui, c'est ça, bah oui. Dieu merci. Même quand vous voyez la Maarive, la Manambou, le Mangou, les fleuves coulent, ce sont des fleuves puissants, et encore plein de crocodiles aussi. Vous savez, quand on va dans certains coins, moi je me souviens d'être dans des pirogues étroites, même pas la Cafiare, des lacs, vous savez, des petites pirogues comme ça, assez fragiles, et on voyait les crocodiles qui descendaient des berges. Ah oui? Ah ben oui, parce qu'ils nous avaient vus. Mais ouais. Et ils venaient voir ce que c'était. Bah oui, c'est ça. Ouais, vraiment. Ah ben oui. C'est mentis, ça, les crocodiles. Eh ben oui, non, c'est impressionnant. Hein. Ouais, ouais. Et puis on les voyait après arriver comme ça, avec juste les deux yeux qui sortaient. Non. Alors, après, vous pouvez... après, le problème de la sécheresse et du changement climatique à Madagascar, c'est une question qui me dépasse. Moi, j'ai pas suivi, observé ça. Mais ce qui est important, néanmoins, c'est que ce qu'on peut dire, si vous prenez le Bémarive, c'est-à-dire toute la partie nord, vous savez, c'est la Tséribine, comme le Mangouk, c'est comme le Nil. C'est-à-dire, c'est les baïbous. Vous voyez ce que c'est un baïbou, hein? Et c'est la richesse de ces régions, c'est que les rives sont renouvelées en limon, très riche, une terre très nourricière, tous les ans. Vous savez que dans le Bémarive, on peut faire 3 récoltes de riz par an. Vous imaginez, pour un Béciléo, ce que ça veut dire, 3 récoltes de riz par an. C'est sur un cycle de 3 mois, vous vous rendez compte, à cause de l'eau et surtout de la richesse de la terre, quoi. C'est comme le Nil. C'est comme le Nil. Et ça, il y a des lacs d'expansion comme ça, donc il y a des grandes inondations à la fin de la saison des pluies. L'eau se rétracte comme ça et reprend son cours. Et là, sur la terre, on peut cultiver sans irrigation. Irrigation. Ouais. Parce que la terre a été renouvelée, elle est très riche. Alors il y a plein de parties irriguées aussi, bien sûr, parce que l'espace ne suffirait pas, les baïbous ne suffiraient pas. Il y a plein de zones irriguées. Je ne sais pas s'il y a un déficit dans l'irrigation, s'il y a un déficit d'eau actuellement. Ça, vous pourrez dire que je suis totalement muet, incompétent pour ça, parce que il faut regarder
il faut regarder les publications récentes sur ça c'est une question de bassin versant sur le niveau de si vous voulez sur les niveaux d'eau à Madagascar actuellement. Et, je me suis pas posé la question, mais on sent le changement climatique à Madagascar en termes de température, par exemple. Ouais, oui, ça se ressent. Du coup, avant, à Tana, il faisait pas tant si froid que ça. Maintenant, du coup, on sent que ah bon, ça se ressent quoi. Ouais, l'hiver, il fait plus froid qu'avant. Et l'été, il fait plus chaud aussi qu'avant. Oui, c'est ça. Donc les variations. Ouais, c'est ça, c'est la vibe. C'est comme ici en France même, on sent quand même qu'il y a un changement, quoi. À une époque où l'urbanisation et la globalisation touchent tous les aspects de la vie malgache, quelles sont les conséquences sur la perception et la pratique du fitampu par les jeunes générations? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Votre avis sera plus utile que moi, je dirais, mais... non, mais je pense que je vais rejoindre ce que vous pensez, mais je pense que ce qui occupe les jeunes actuellement, c'est d'avoir accès à la modernité, et pour avoir accès à la modernité, d'avoir des ressources nécessaires. Hein? Bon, c'est la modernité, c'est quoi? C'est les outils, c'est tous les outils, iPhone, etc., ordinateur, les outils de communication, les outils de création, hein, les outils qui permettent d'écouter ou de jouer de la musique, parce que c'est bon, il y a tout ça, mais on le voit bien d'ailleurs, on voit bien dans l'Ouest. Moi je me souviens, et encore, c'était il y a longtemps, qu'est-ce que c'est maintenant? On a fait tout un travail sur le Bilou, qu'on est en train de terminer. Là, on a fait une enquête, et on avait été invité par une famille au nord de Tuléar, à une 50aine de kilomètres. Bon. Et nous, on avait, avec ma femme Michel, vous ne l'avez pas vu, je pense qu'elle est partie, mais on avait, on assistait à des bilous qui duraient, ça durait une semaine, c'était tout le rituel. Et c'est très important parce que ça existait avant même l'établissement des royautés. C'était le mode d'organisation des Firazan, des lignages anciens. Bon. Et là, il y a des systèmes. Enfin, c'est pas la possession, c'est pas la dorcie, c'est une forme d'exorcisme. C'est pas l'exorcisme des toubis et des protestants. Hein. C'est oui, parce que c'est différent, c'est chasser, c'est guérir le lignage de malheur. Et guérir aussi les femmes de la stérilité. Ça, c'est des choses très importantes, parce que vous savez bien que le fait de ne pas avoir d'enfants, de ne pas garantir la naissance des enfants dans un lignage, c'est un drame. Bon. Alors, nous, on travaille beaucoup là-dessus, on a publié beaucoup, et puis mais on va sortir un livre et des choses. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le rituel était complètement réduit. Au lieu de 7 jours, c'était 2 jours, qui mélangeaient ensemble le bil et le tapakanek, la circoncision. Alors, en quelque sorte, pour des raisons d'économie budgétaire, je suppose. Oui. Et surtout, c'est les jeunes qui avaient pris le pouvoir. Moi, j'en revenais pas, je ne me rends pas. Et ça, c'était il y a 15 ans, la dernière fois que j'ai vu. Alors, imaginez ce que c'est maintenant. Pourquoi ils avaient pris le pouvoir? Parce que c'était un lieu où ils pouvaient à la fois faire entendre leur voix. Ils avaient réussi
à développer une emprise par rapport à la voix des aînés. Et moi, je leur disais, mais alors, vous vous laissez marcher sur les pieds par ces petits rigolos, là. Et je ne pas exactement comme ça, mais je sentais que c'est comme ça qu'eux le pensaient aussi. Mais ils disaient que non, voilà, c'est la vie qui va comme ça maintenant. Et que, alors qu'avant, et que les jeunes réclamaient, dès qu'ils réclamaient leur part du troupeau, par exemple, dans les villages, des jeunes paysans. Pourquoi ? Parce que, bon, mais ils évaluaient en disant, s'ils avaient une part qui pouvait leur revenir, moi, je sais pas, une dizaine de gouttes, de meubles bien gras, etc., transformés en vendus et tout, ça leur faisait un petit pécule, et avec ça, tzatziki et tout le reste. Et oui, ils menaient leur vie à eux, ils voulaient pas rester des paysans, etc., etc. Bon, tout ça, ça a dû encore je dirais pas s'aggraver, parce que c'est l'évolution normale de la société, mais j'ajouterais quand même, on revient à Sakalav Pride. Les gens, d'abord à Madagascar, les gens, ils restent très nationalistes. Ils sont polis, ils ne le montrent pas. Moi, j'ai beaucoup d'amis malgaches, mais ils restent extrêmement attachés à ceux qu'ils sont. Ils sont malgaches et ils n'ont pas envie, ils veulent du respect. Et pour les jeunes, moi, je vous dirais comme ça, le respect, c'est aussi ce qu'ils sont dans leur société. C'est-à-dire, ils connaissent ça. Vous demandez à un jeune qu'est-ce que c'est que le fitampu, ils en ont vraiment très peu d'idées. Mais si ils parlent des fitampu, ils vont dire que, à Sakalav j'entends, ils vont dire, mais ça, c'est moi. Ouais, c'est ça. C'est ma noblesse, disons. Voilà. Et même sans savoir ce que c'est. Et ils laissent ça pour le coup, ils le laissent aux vieux et tout. Ou même, s'ils peuvent jouer un rôle là-dedans, les jeunes qui allaient couper les bararat, à l'époque où j'ai tourné, au fond, ne connaissaient pas grand-chose, C'était Vitel Kamam qui avait organisé ça, je me souviens encore, on était ensemble. Alors toi, tu es envoyé là, allez chercher là-bas, il y en a plein, etc. Comme on dit à des jeunes, ils connaissent pas vraiment, mais ils jouaient le jeu. Et ils étaient fiers d'être là-dedans. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Mais en même temps, la société qui est la leur n'est plus la société paysanne. J'entends de ceux qui sont pas dans les villes, dans les villages, dans les firazanes, dans les villages, n'est plus disparaît. Disparaît. De plus en plus. Moi, je vois, pareil à Tana, par exemple, il y a quand même des groupes de jeunes où, si sa famille est toujours dans la pratique de la tradition, ils commencent quand même à s'intéresser dans les jeunes à partir de 25 ans, ils recommencent à s'intéresser à ces cultures et à quand même pratiquer, par exemple, à un moment, on parlait plus de comment on appelle ça, le nouvel en malgache. Là, du coup, ça se répand un peu, mais du coup, ça évolue, tu vois. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est ça. Mais c'est ça. Et là, c'est le fait d'être malgache à travers ce qui est propre à Madagascar, c'est pas seulement une histoire de vieux, c'est les jeunes aussi. Oui, c'est ça. Et c'est très important. Je vois que c'est bien que ils reconnaissent quand même une partie de la tradition et ils veulent s'impliquer là-dessus de sa manière. C'est pas vraiment fêter le nouvel an malgache comme le fait tout le monde en ces temps. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Chaque rituel est une transformation du rituel. Donc ils gardent quand même une part. Mais ils vont respecter ce qui. Puis c'est aussi quelque chose de très important. Moi, c'est ça que j'ai appris à Madagascar. Fondamentalement, c'est un rapport à la mort
très différent de ce que j'avais connu en France. D'ailleurs, j'avais besoin de convoquer mes propres morts, mes propres ancêtres, pour communiquer avec les Malgaches. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que eux, jeunes ou vieux, ils sont là-dedans. Franchement, ils sont là-dedans. Ça les habite beaucoup. Et c'est je vais vous dire une chose, j'ai une théorie, mais elle est peut-être complètement folle, je l'ai écrite quelque part. Vous savez, Madagascar a été peuplé par une grande partie, par des gens qui venaient, mais selon les périodes, mais les périodes les plus anciennes, on les appelle austronésiennes, donc en même temps que l'Austronésie n'a pas existé, mais l'Austronésie, c'est le peuplement aussi bien de toute la péninsule indo-chinoise que le Pacifique et que Madagascar. C'est une même tronc, c'est un tronc commun. Et imaginez, les gens partaient avec des moussons, et ça a été très bien expliqué par celui qui a fait le Ségalen, Victor Ségalen. Il dit à un moment, et ça c'est intéressant, quand les gens n'avaient pas de boussole, naviguaient aux étoiles. Mais quand on navigue aux étoiles, on a un ciel, il y a un moment où on ne connaît plus le ciel quand on quitte son monde habituel. Alors, ça suffit largement quand on est dans une certaine zone importante. On a, même si on se déplace, on a toujours les mêmes références. Et ça permet de se repérer et de revenir sans problème. À un moment, ceux qui sont venus peupler, qui sont arrivés dans les premiers temps à Madagascar, avaient quitté leur ciel. Et en quittant leur ciel, ils savaient qu'ils ne reviendraient jamais. Qu'ils ne retrouveraient jamais le chemin du retour. Et je pense que c'est quelque chose qui devait habiter ces gens et qui a fait que peut-être ils ont surdéterminé aussi, d'une certaine façon, la place qu'on donne aux ancêtres définitivement perdus. Et qui étaient, certains, c'était leur propre père, leur propre mère, qu'ils ont quitté définitivement. Eh ben oui, c'était les migrants de cette époque, oui, en fait, quelque ça. part. Oui, qui partaient vers de nouvelles terres, étaient des garçons et des filles plein d'ambition, d'aventure, d'espoir, mais qui à un moment, ils étaient ils étaient seulement, ils ne pouvaient qu'avancer, ils ne pouvaient plus reculer. Reculer, oui. Voilà, c'est... Pareil, c'est vrai, ça fait réfléchir. Oui, c'est ça, mais ça fait rêver, quoi. C'est ça. Mais c'est bien. Quel message souhaiterez-vous que nos auditeurs retiennent de nos discussions d'aujourd'hui autour de l'eau et du Finsampo? Le seul message, c'est que moi, que j'ai envie de dire une chose, c'est que un festival, j'appelle ça un festival, c'est plus large qu'un rituel, un festival comme le Finsampo, c'est quelque chose d'absolument formidable parce que à le vivre à nouveau sous sa forme actuelle qui est différente, mais le Finsampo a toujours été différent en définitive. Et que ça serait une illusion d'imaginer qu'à un moment il a existé sous une forme achevée, non? Et c'est très important et je l'ai vu à travers le fait de participer à l'un d'entre eux, puis à un autre aussi, mais surtout l'un vraiment participer, de filmer, etc., de mener toute une enquête, etc. C'est pour une communauté comme la communauté Sakalav, mais pas seulement.
il y avait mes amis de Tana, des Hautes-Terres, qui n'avaient aucune idée de ces rituels. Hein, je vous dis, ils ont été fascinés après de ça. Ah oui. Parce qu'ils ont trouvé là une fierté aussi. Ils n'étaient pas Sakala, mais c'était aussi leur fierté de quelque chose qui témoignait, si vous voulez, de l'histoire d'un peuple, mais qui lui donnait en fait cette force si particulière qui est que voilà, ils ont pleinement existé dans leur histoire, donc c'est ça leur avenir, c'est de le vivre toujours. Hein. C'est tellement important. Ce sont pas des va-nu-pieds comme ça qui viennent de nulle part. C'est des gens qui viennent d'une histoire, qu'ils vivent encore et qui les unit entre eux. Et en la mettant en scène, en la fabriquant à nouveau, ils la modernisent et ça leur donne une autre manière d'être ensemble et de le vivre. Voilà. Avec les jeunes, justement. Avec les jeunes. Et sans se raconter d'histoire. Oui. Non, comme quoi, parce que les jeunes, attention, hein, il faut se faire quelquefois, excusez-moi, avec ils ont envie de tout casser, c'est normal, ils portent l'avenir, mais c'est ça que je veux dire, s'ils portent un avenir, ils portent une modernité indispensable, mais elle part de quelque chose. Et ça dont le Fitampu est un exemple, ça peut être autre chose, et ça c'est très important, ça les habite, et c'est ça qui leur donne leur force de fabriquer d'autres choses.